Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'annonce phare du président tunisien Kais Saied. Le chef de l'État a fait part de son intention de réformer la Constitution, annonce qui intervient plus d'un mois après le limogeage du Premier ministre Hichem Mechichi. L'ancien ministre ivoirien de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, demande réparation à la Cour pénale internationale. Il a formulé une demande d'indemnisation déposée le 9 septembre, une compensation réclamée pour erreur judiciaire grave et manifeste après son acquittement. Et puis des mesures fortes pour favoriser la protection de l'environnement. C'est l'initiative prise par le gouvernement gabonais qui tend vers la mise en place d'une fiscalité dite écologique. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort de 7 soldats au Cameroun. Ils sont décédés dans la nuit du 12 au 13 septembre dans la ville de Kumbo, située dans la région du Nord-Ouest, en proie à la crise anglophone. Une information confirmée par le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique. Cette même source précise qu'ils sont décédés lors de l'attaque simultanée de 3 postes militaires menés par des séparatistes. Le 11 septembre, un incident de ce type s'est produit dans la même région. L'offensive a touché la localité de Chouam. Bilan de cet assaut, 2 soldats sont décédés. Dans l'actualité également, le Burkina Faso, de nouveau touché par une attaque meurtrière. Le 12 septembre, des hommes armés non identifiés ont tendu une embuscade visant des forces de défense et de sécurité. L'attaque a fait 5 morts, dont 4 gendarmes. Un bilan auquel s'ajoutent également 6 blessés et 2 portés disparus. Selon l'agence d'information du Burkina, l'offensive s'est produite à proximité de la mine d'or de Boungou, située dans la région de l'Est. Des opérations seraient actuellement en cours pour retrouver les auteurs de cet assaut. C'est une annonce qui fait couler beaucoup d'encre en Tunisie. Le président Kais Saied a annoncé le 11 septembre son intention d'amender la Constitution. Quant à la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État laisse planer le mystère. S'il a indiqué qu'il sera formé dans les plus brefs délais, il n'a mentionné aucune date précise. Mildred Yamou. Le président tunisien Kais Saied a annoncé le 11 septembre son intention d'amender la Constitution et de former un nouveau gouvernement. Une décision qui intervient quelques mois après avoir limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement, assumant tous les pouvoirs exécutifs. Le calendrier précis n'a pas été dévoilé par le chef de l'État, qui indique vouloir répondre aux attentes des populations dans de brefs délais. Le peuple tunisien a rejeté la Constitution. Il est nécessaire de la modifier. La charte n'est pas éternelle. Nous pouvons introduire des amendements au texte. Je formerai un nouveau gouvernement dès que possible, après avoir sélectionné les personnes les plus intègres. La prise du pouvoir du président Kais Saied est intervenue au milieu de luttes législatives qui ont paralysé la gouvernance et a été suivie d'une vaste campagne anticorruption, incluant des détentions et des interdictions de voyager. Malgré les demandes répétées des partis politiques et les nombreuses critiques, le chef de l'État n'a pas encore évoqué une feuille de route vers la normalité. La Tunisie entre dans une nouvelle ère, certainement, mais en réalité, la première étape depuis le 25 juillet, et de pouvoir remettre le pays dans l'ordre constitutionnel. Il y a plusieurs options, notamment soit réformer la constitution actuelle depuis celle de 2014 ou faire un nouveau projet de constitution pour pouvoir partir sur un nouveau régime parlementaire. L'autre dimension aussi, c'est accélérer la phase main propre, cette espèce de chasse aux trafiquants ou aux réseaux de corruption. Tous les chantiers sont aujourd'hui ouverts. On va vers l'orientation, la première séquence, c'est-à-dire sortir du flou et nommer un gouvernement, changer la constitution ou la réformer et après partir sur soit un référendum pour valider toutes ces options nouvelles. La crise politique, socio-économique et sanitaire continue de s'aggraver en Tunisie. Début septembre 2021, des diplomates des pays du G7 ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. De son côté, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale formation du Parlement, appelle à la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées en vue de garantir la protection du processus démocratique.
Il demande réparation pour erreur judiciaire grave et manifeste. Acquitté par la Cour pénale internationale en mars dernier, l'ancien ministre ivoirien de la jeunesse Charles Blé Goudé réclame un dédommagement financier de plus de 800 000 €, une somme dont une partie sera versée aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Aïssatou Bari. 800 000 € de compensation, c'est la somme que demande l'ex-ministre ivoirien Charles Blé Goudé à la CPI pour ses années de prison à La Haye. Acquitté définitivement en mars 2021 de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le cadre de la crise post-électorale de 2011, l'ancien leader des Jeunes Patriotes a introduit une requête. Il demande réparation pour erreur judiciaire grave et manifeste. Mon équipe de défense et moi-même avons déposé une demande d'indemnité compensatoire pour poursuite et détention injustifiée. Une partie de cet argent sera utilisée pour aider les victimes de la crise post-électorale en 2011. J'ai été présenté au monde entier comme un criminel. La procédure a été lente, longue, elle m'a épuisé moralement. Je n'ai pas vu mes enfants grandir. C'est difficile et puis à la fin, je suis innocent. Pour de nombreux observateurs, les chances d'obtenir gain de cause sont minces. Jusque-là, aucune action de ce genre n'a abouti depuis la constitution de la CPI en 1998. Charles Blé Goudé s'appuie, lui, sur l'acquittement prononcé en sa faveur et celle de Laurent Gbagbo. Les magistrats soulignaient alors l'extrême faiblesse de l'accusation en critiquant ses méthodes. Cette procédure, Blé Goudé a estimé donc que ses droits ont été violés. Il a initié la procédure. Nous n'avons pas d'observation particulière, mais sauf à dire que dans tous les cas, nous pensons que la CPI va apprécier les arguments développés, surtout dans plus que nous. Mais nous pensons que la CPI va apprécier objectivement, au regard des arguments qu'il a développés, pour donner la réponse. Nous attendons tous, en tout cas, pour voir ce que la CPI pourrait donner comme des décisions. Et je pense que c'est ça aussi le droit, c'est ça aussi les règles du droit, c'est ça aussi respecter le droit que d'user des voies de recours que nous offrent les textes de loi et également d'attendre la réponse qui sera donnée et d'accepter la réponse qui est donnée. Acquitté au même moment, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ne s'est pas encore prononcé sur un possible dédommagement. La CPI prévoit un recours, mais seulement en cas d'erreur judiciaire grave et manifeste. Après plus d'une décennie en détention, l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en 2018, avait en 2019 introduit une demande d'indemnisation à la CPI d'un montant de 68 millions d'euros. La requête avait été formellement rejetée. L'ancien Premier ministre Sidya Touré de retour en Guinée. Après 10 mois d'exil, l'ancien chef du gouvernement est arrivé à Conakry le 11 septembre. À peine rentré, il a déjà lancé un message à la classe politique guinéenne en lui demandant d'œuvrer en faveur du redressement du pays. Les détails avec Nathalie Mou. Après le putsch du 5 septembre 2021, il est temps de reconstruire la Guinée. De retour dans le pays depuis le 11 septembre 2021, le leader de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré, lance un appel à la classe politique guinéenne. Il a appelé à déplacer les clivages et autres considérations partisanes pour le redressement du pays. Peut se faire dans l'esprit. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Dans ce sens, j'appelle vivement tous les leaders politiques, toutes les tendances confondues, à faire preuve d'esprit de responsabilité en se hissant au-dessus des considérations partisanes, religieuses, régionalistes ou communautaires. Pour l'ancien Premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, la junte militaire a sorti le pays de ce qu'il a appelé une décennie perdue. 10 ans durant lesquels la dignité des Guinéens a été bafouée par le régime déchu d'Alpha Condé, selon lui. Le non-respect de cette valeur humaine est pour Sidya Touré l'élément clé ayant motivé le coup d'État que vient de vivre la Guinée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes auxquelles il faut rendre hommage et des prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Il faut les libérer. Sidya Touré, craignant pour sa sécurité après la route de l'exil il y a 10 mois. Le président de l'Union des forces républicaines est rentré à Conakry avec l'objectif de participer aux consultations annoncées par le Comité national de rassemblement et de développement. Des assises
qui vont jeter les bases de la transition politique et de la rétrocession du pouvoir à des autorités civiles. Au Gabon, le gouvernement affiche sa détermination quant à la protection de l'environnement. Les autorités se sont donné comme objectif de mettre en place une fiscalité écologique. Dans les grandes lignes, des taxes seront par exemple imposées sur les émissions de CO2. Plus de précision avec Roberto Bogby. Taxer les activités et produits polluants pour décourager et inciter à l'adoption des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Selon l'administration fiscale gabonaise qui tient le nouveau projet de la fiscalité verte ou écologique, l'initiative va engendrer des sources de revenus supplémentaires pour le trésor public. Un changement capital auquel les Gabonais devraient s'ajuster. Il faut éduquer la population, il faut faire comprendre à la population les enjeux et leur faire comprendre les bénéfices à court, moyen et long terme de ces transformations fiscales. Et bien entendu, il faut embarquer par des mesures incitatives et des mesures dissuasives les industries pour que cela ne constitue pas une barrière ou une base de résistance. C'est dans le document de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024 élaboré par l'exécutif gabonais que les contours de cette nouvelle politique sont définis. Celle-ci vise entre autres l'analyse des finances publiques, l'identification d'options en vue de renforcer les liens entre les prélèvements verts et l'utilisation des impôts verts. L'utilisation de technologies consommatrices d'énergie est aussi contrôlée, de même que la présence des grosses industries polluantes. C'est excellent qu'un pays comme le Gabon se dote d'un arsenal juridique et fiscal intelligent, pro-climat. Il est absolument sûr que les pays qui ne se doteront pas de capacité à pouvoir engager la transition écologique et énergétique se retrouveront dans des sérieuses difficultés parce que le monde entier est en train de connaître une migration. Et ne pas le faire va correspondre à pouvoir subir les affres de ces changements non préparés. Niché dans le bassin du Congo, le Gabon, deuxième poumon vert de la planète, n'entend donc pas du tout compromettre son immense richesse. Face aux objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies, la budgétisation verte prônée prend tout son sens. Bien ficelée, elle permettra au Gabon de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 et de préserver considérablement ses forêts tropicales. Plus de 250 pages pour mettre en exergue ce qu'elle nomme un conflit social. Dans son roman dénommé Between Wild and Free, l'auteure rwandaise Caroline Numuyire s'attaque aux inégalités hommes-femmes. Son héroïne se veut en un sens porte-parole de toutes celles qui souhaitent allier vie de famille et réussite professionnelle. Notre correspondant Fraterne Dakaï Senga est allé à sa rencontre. C'est une figure montante de la littérature rwandaise. Caroline Numuyire, qui a longtemps travaillé dans le domaine du développement international, a finalement embrassé l'écriture avec beaucoup de poigne dans la plume. Sorti en 2020, Between Wild and Free, son dernier roman, est rempli de 256 pages d'engagement et de plaidoyer. Between Wild and Free expose puis dénonce la condition féminine. Dans ce livre, l'héroïne qui s'empare du combat est une jeune femme rwandaise qui a fait le choix d'une brillante carrière hors du foyer, affrontant ainsi les jugements sociaux. En fait, nous vivons un conflit social. Il y a la femme qui réclame sa place et aussi la société qui veut la retenir là où elle croit appartenir. Donc, du coup, on a deux forces vraiment qui se battent. Et la femme, elle a réalisé plus que jamais qu'elle peut très bien s'occuper de son ménage, de sa famille, mais aussi travailler, avoir les ambitions professionnelles. Mais la société l'accepte moins. Donc, du coup, avec les jugements et les stéréotypes qui vont avec ça, on veut toujours la retenir. Mais aussi, on la pousse aussi à se sentir coupable par rapport à ses ambitions, à ses envies, à ses rêves. Donc, pour moi, en tant que jeune femme professionnelle, dans ce milieu, dans cette société encore qui a ces bases culturelles qui vraiment parfois nous enchaînent, il fallait que je peinte cette image parce que si je ne le fais pas, je me trahis et je trahis d'autres grandes et petites sœurs qui sont en train de vivre le même calvaire parce que parfois ça peut être un calvaire. Ne laisser passer aucune discrimination sexiste, combattre les obstacles à l'épanouissement total des femmes, résoudre surtout le conflit social qui semble opposer hommes et femmes, Caroline Numuyire est déterminée à dire ce qu'une bonne frange de la société rwandaise veut taire. Son pays fait des avancées certes, mais il faut encore changer profondément les mentalités.
Donc pour moi, en tant qu'écrivaine, j'observe plus le vécu. Comment est-ce que je vis le Rwanda? Donc en tant que jeune fille, il y a les lois qui me protègent, il y a la sécurité qui me protège et qui m'offre une certaine liberté de me promener dans ma vie sans problème. Mais aussi, mon Rwanda, je le vis au quotidien à travers les couches sociales. Ça veut dire familiales, professionnelles, les interactions que j'ai avec les gens. Et c'est là qu'on a encore besoin de faire des progrès. À son actif, 3 romans, Caroline Numuhire travaille actuellement à la 2e édition de son premier roman, intitulé « Mon oncle gynécologue », qui devrait sortir avant la fin 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.